Dans les comorbidités, Franck, à toi, merci beaucoup. Oula, ça va plus vite. Alors, comment revenir en arrière? Là, voilà. Bonjour, merci de l'invitation. Et en fait, j'ai envoyé un abstract pour une étude originale, donc je ne vais pas vous faire une review de la littérature. Une revue de la littérature sur hypertension artérielle et VIH, ce n'est pas du tout l'objectif, c'est de vous montrer notre expérience quant à l'hypertension artérielle dans une cohorte de patients VIH vus dans l'hôpital à Saint-Antoine. Je suis cardiologue à Paris, dans un centre hospitalier universitaire, Sorbonne Université, Tenon, Saint-Antoine, Pitié, Rothschild, énorme, le plus gros centre hospitalier européen. Bon, malheureusement, peut-être, parce que en termes de fusion, acquisition, ça veut dire qu'il y aura peut-être des gens qui vont être laissés sur la route. Bref, j'ai de la chance, l'HTA, c'est pas très compliqué. C'est le tueur le plus important au monde. On a vu les données OMS, elles sont toutes concordantes. C'est la première cause de décès dans le monde et le premier facteur de risque de mourir, quelle que soit la cause, c'est l'hypertension artérielle. C'est le premier killer dans toutes les études qui ont été faites au niveau mondial. L'OMS, d'ailleurs, dit que dans les 20 prochaines années, ça sera responsable de la mortalité la plus importante en Afrique subsaharienne. Donc vraiment, il y a une conscience au niveau international de prendre en charge l'hypertension artérielle avec la difficulté, le diagnostic et l'observance et la mise en route d'un traitement. Et en plus, c'est un traitement qui n'est pas cher. C'est pas très sexy pour les laboratoires. Ça vaut 3-4 euros par mois. C'est un traitement diagnostique, c'est hyper simple. Il faut un appareil de mesure qui vaut entre 30 et 40 euros. Ça n'intéresse pas les laboratoires, à part le japonais qui en produit le plus au monde. Donc, diagnostic pas cher, traitement pas cher. Mais alors, quel bénéfice, et vous le savez bien. Le bénéfice, il est monstrueux. C'est-à-dire, quand on donne un traitement bien pris par un patient, on réduit de 50% le risque d'AVC, 30% le risque d'insuffisance cardiaque et de 25% le risque d'infarctus du myocarde. Il n'y a aucun médicament à ce coût-là, à ce prix-là, qui fait aussi bien dans le monde. D'où pourquoi l'OMS pousse tous les pays africains. Il n'y a pas un seul Africain ici présent qui n'a pas dans sa famille quelqu'un qui est décédé à cause de l'hypertension artérielle, en particulier à cause du risque d'accident vasculaire cérébral. Donc, la prise en charge, comme je vous dis, elle diminue. Alors, on ne fait pas mieux en France. Je ne dis pas que la France fait mieux que les autres pays. Au contraire, elle fait pareil, aussi mal. C'est-à-dire que là, 20%, j'ai été gentil, des patients hypertendus pas traités en France. On peut monter à 30-40% des patients hypertendus qui ne sont pas traités, pas connus comme hypertendus en France. Donc, un gros travail de diagnostic de l'HTA à faire. 50%, et c'est le pire. Et il y a un objectif très important de la Société française d'HTA, dont je fais partie, du conseil d'administration, c'est d'avoir beaucoup plus de patients qui soient à l'objectif. On sait qu'un patient sur deux n'est pas à l'objectif tensionnel. Beaucoup de difficultés, l'observance est très mauvaise. 50% des patients ne suivent pas leur traitement. C'est une maladie silencieuse, c'est connu par tout le monde, qu'on soit en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne. Je ne prends pas mon traitement parce que je me plains de rien, en fait, à part si j'ai des maux de tête quand la pression est très élevée, à part si j'ai une insuffisance rénale. Malheureusement, c'est là où les gens ont des complications cardiaques vont prendre vraiment leur traitement. Qu'est-ce qu'on sait chez le VIH? Il y a beaucoup d'études assez contradictoire, où la prévalence varie vraiment de 20 à 50% en fonction de l'origine des études des pays où ont été réalisées ces études. Ce qu'on sait, c'est qu'il semble bien qu'il y a un risque accru de développer une HTA plus précocement chez le VIH+, par rapport à la population générale. Alors, l'étude originale que je vous présente aujourd'hui, l'objectif ayant été d'évaluer la prévalence de l'hypertension artérielle dans une cohorte de patients VIH et de déterminer les facteurs associés à cette hypertension artérielle. Méthode, c'est une étude transversale, observationnelle, monocentrique, pour cette partie-là. C'est une grande cohorte qu'on a montée qui s'appelle RECOVI. Merci la NRS, d'ailleurs, qui a répondu positivement à l'appel d'offres il y a quelques années et qui nous supporte et nous permet de continuer cette étude. Donc c'est une étude qui a inclus maintenant, on est à 800 patients, mais en tout cas à l'époque, là, pour cette étude sur l'hypertension artérielle transversale, on a évalué des patients VIH+, qui nous étaient adressés en cardiologie à Saint-Antoine, qui avaient au moins 2 autres facteurs de risque cardiovasculaire, incluant le VIH, donc un autre facteur de risque, et qui avaient tous bénéficié systématiquement, qu'ils soient ou non hypertendus, d'une mesure ambulatoire de 24 heures de la pression artérielle. On a fait une analyse statistique classique, comparant les hypertendus et non hypertendus. Vous allez voir tout ça. Donc, un rappel, c'est important. Qu'est-ce que c'est qu'une hypertension artérielle? C'est pas très compliqué. On a classé l'hypertension artérielle selon différentes méthodes. On peut le faire en consultation, définition plus de 14-9, soit sur la MAPA des 24 heures. Donc ça inclut un enregistrement jour et nuit, donc plus de 13-8 de moyenne. Et finalement, on pouvait classer les patients. Soit ils étaient donc hypertendus de novo, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas connus pour être hypertendus. On a découvert une hypertension artérielle, quelle que soit la méthode utilisée, consultation et ou MAPA. Soit ils avaient une HTA masquée, c'est très à la mode, mais je n'en parlerai plus. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'hypertension en consultation, mais chez qui on découvre une hypertension sur la MAPA.
Enfin, on a bien sûr, chez les hypertendus, vérifié le bon contrôle de la pression artérielle. C'était aussi un des objectifs de l'étude, grâce soit à la consultation ou à la MAPA. Et enfin, c'était assez intéressant, ce qu'on appelle le white coat effect en anglais, c'est-à-dire l'effet blouse blanche. Quelle est la prévalence chez ces patients? Donc des patients qui avaient une pression artérielle élevée en consultation, mais normale sur la MAPA. Bien sûr, on l'a fait uniquement ça chez les patients qui étaient a priori connus non hypertendus, bien sûr. Et puis, une dernière définition, c'est aussi très intéressant pour les hypertensiologues, c'est de s'intéresser au dipping. Qu'est-ce que c'est que le dipping en anglais? C'est-à-dire la diminution de baisse de la pression artérielle. Vous savez que le système nerveux autonome sympathique parasympathique permet d'avoir une régulation finalement nictémérale de la pression artérielle de la fréquence cardiaque. On a une baisse de la pression artérielle la nuit, une baisse de la fréquence cardiaque. Et quand on ne baisse pas sa fréquence cardiaque et sa pression artérielle de plus de 10%, on dit qu'on est un non-dipper. Bon, alors, je suis un non-dipper. Oui, mais vous êtes un non-dipper, ça veut dire que vous êtes à très haut risque de faire des événements cardiovasculaires. On sait de ne pas baisser sa pression artérielle la nuit, augmente fois 2 à 3 le risque d'infarctus du myocarde, parce qu'il n'y a pas ce frein, justement, parasympathique, parce qu'il y a une stimulation adrénergique en permanence, et on sait que ça augmente en particulier l'infarctus de deuxième partie de la nuit. Alors, notre population de 500 patients qui nous était adressée, âge moyen 50 ans, plutôt des hommes, seulement 12% de femmes, seulement 17% de patients d'origine d'Afrique subsaharienne ou des Caraïbes, ce qui n'est pas le reflet finalement de la consultation, où on a plutôt maintenant près de 40% des patients qui sont d'origine d'Afrique subsaharienne, durée médiane du VIH très longue, 20 ans. 20% des patients avaient des antécédents cardiovasculaires parmi ces patients qui nous étaient adressés, et 2 tiers, c'était surtout de la maladie coronaire, avaient fait un infarctus du myocarde. Voici les premiers résultats. D'abord, on voit que 50% n'étaient pas connus pour être hypertendus. On nous adressait quand même 50% d'hypertendus. Et ce qui était très intéressant, premier chiffre, ça va être très simple ce que je vais vous raconter, hein, mais à mon avis, des messages qui vont être très très forts et importants. Et parmi ces 50% de patients normotendus, 38 patients ont découvert une hypertension artérielle qui n'était pas connue. En particulier, une hypertension artérielle masquée, chez près de la moitié de ces 38%, 49 patients sur 93, avaient une pression artérielle qui était uniquement retrouvée à la MAPA, pas en consultation. Et, étonnamment, on avait finalement un faible effet blouse blanche qui était seulement de 6%, alors qu'en population générale, il est au moins de 15%. Chez les patients hypertendus connus, c'est aussi un message très fort, 70% avaient une hypertension artérielle mal contrôlée, quelle que soit la méthode utilisée. Je ne rentre pas dans le détail, consultation, MAPA des 24 heures ou les deux. Donc 2 messages très forts déjà. Beaucoup de patients sont hypertendus méconnus, 38%, on est plutôt 20-30% en population générale, tiens. Et plus de 2 tiers des patients, quand ils sont hypertendus, ils ne sont pas bien contrôlés. Et puis quand on regarde maintenant la description de cette cohorte en fonction du contrôle nocturne, par exemple, ce qui était très intéressant, c'est de voir là aussi qu'il y avait un mauvais contrôle tensionnel chez les patients, en particulier la nuit. Je reviendrai là-dessus d'ailleurs sur le dipping et non-dipping. Maintenant, comparons les patients hypertendus et a priori normotendus. Est-ce qu'il y a des différences? Bon, des différences qu'on connaît en population générale, c'est-à-dire qu'un patient hypertendu, il est plus âgé. Le facteur principal, finalement, associé à l'augmentation d'incidence et de prévalence de l'hypertension artérielle, c'est l'âge, bien sûr. Il y a une courbe linéaire entre fréquence d'hypertension artérielle et âge. On avait principalement un peu plus de femmes dans le groupe hypertendu connu, c'est assez intéressant. Et on avait plus, vous voyez bien, une représentation des Africains d'Afrique subsaharienne dans les patients hypertendus. Mais ça, on le sait bien, la prévalence est 2 à 3 fois plus élevée chez les Africains que chez les Caucasiens d'hypertension artérielle. En concernant les facteurs VIH, étonnamment, les hypertendus avaient une durée d'infection un peu significativement différente, plus courte, une durée donc de traitement plus courte, un taux de CD4 courant qui était un peu plus bas, donc on peut s'expliquer vraiment pourquoi, pas de différence en termes de charge virale. Plus intéressant, c'est les facteurs cliniques, mais là aussi c'est connu en population générale. On retrouve exactement ce qu'on connaît chez les patients VIH+, c'est-à-dire que quand on compare les caractéristiques cliniques entre hypertendu VIH+, et non hypertendu VIH+, on trouve que ces patients sont plus gros, IMC un peu plus élevé, qu'il y a moins de fumeurs. Et ça c'est important, le rôle du tabagisme et HTA, entre tabac chronique et tabac aigu, effet de la nicotine en particulier sur le système vasculaire. On sait que les patients hypertendus sont plus diabétiques que les autres. Étonnamment, là on trouvait moins de patients co-infectés par l'hépatite B. Et bien sûr, probablement parce qu'il y avait un surdiagnostic, les patients hypertendus VIH+, avaient plus de maladies cardiovasculaires, plus de maladies coronaires, mais probablement parce qu'ils étaient diagnostiqués au moment de l'événement hypertendu. Maintenant, quand on regarde les hypertendus traités et qu'on compare ceux qui ont une pression artérielle contrôlée
ou pas contrôlés, pour essayer de déterminer quels sont les facteurs finalement qu'on a démographiques ou autres, ou VIH, qui font qu'un patient n'est pas contrôlé quand il est hypertendu. Ben là, on ne trouve pas grand-chose. Hein. L'âge n'est pas différent significativement. On trouvait, il y a une tendance, vous voyez, et c'est ça qui est dangereux, c'est qu'il y avait il y avait plus de patients d'Afrique subsaharienne qui étaient mal contrôlés au niveau tensionnel par rapport au groupe bien contrôlé. Pas de différence sur les paramètres VIH. Pas d'impact sur le contrôle de l'HTA, on l'imagine bien. Et là encore, ce qu'on sait en population générale, plus on a un IMC élevé, moins on est bien contrôlé, plus on est diabétique, moins on est bien contrôlé. Et à l'inverse, quand vous avez déjà la maladie et la complication cardiovasculaire, vous êtes mieux contrôlé, probablement parce que vous êtes mieux suivi, et vous avez plus de traitements antihypertenseurs. Intéressant, vous voyez que ce contrôle, par rapport c'était surtout la nuit. Je vous dis on insistait beaucoup dans cette étude sur le fait qu'il y avait un mauvais contrôle de la pression artérielle nocturne chez ces patients hypertendus. Quand on regarde s'il y avait un lien avec les traitements antirétroviraux, aucun. Qu'on soit contrôlé ou pas contrôlé, qu'on soit hypertendu, il n'y avait aucune différence sur le type de famille de traitement qu'on recevait. Puis quand on regarde le nombre de traitements, c'est un peu plus intéressant. Antihypertenseurs, on voit qu'il y a quand même une tendance, même si ce n'est pas significatif, à ce qu'il y ait moins de traitements, moins de bithérapie, moins de trithérapie antihypertensive. Et puis maintenant, le débat est pratiquement clos en hypertensiologie. Dès que vous avez un hypertendu, il faut lui donner d'emblée une bithérapie, parce qu'une monothérapie ne fait baisser la pression artérielle que de maximum 10 à 12 mm de mercure pour la systolique, 2 à 3 pour la diastolique. Donc de toute façon, d'emblée, il faut donner une bithérapie. Et puis maintenant, on n'est même plus là. Il y a des papiers récents internationaux nous disant qu'il faut peut-être donner d'emblée une trithérapie antihypertensive. Mais déjà, si vous commencez par une bithérapie à faible dose, vous aurez probablement un meilleur contrôle de la pression artérielle. On voyait bizarrement, sans qu'on puisse expliquer, que les hypertendus mal contrôlés recevaient moins de bêta-bloquants que les autres. Bon, ça fait partie du traitement de l'hypertension, même si ça donnait plutôt en 3e, voire 4e ligne, et pas en première intention. Enfin, le non-dipping. Donc, qu'est-ce qui fait que des patients ne baissent pas leur pression artérielle la nuit, donc moins de 10% de diminution de la pression artérielle systolique et ou diastolique. Bon, on ne trouvait aucune différence entre les non-dippers et les dippers chez les patients VIH+. La seule différence, bizarrement, c'est qu'il y avait plus de co-infection hépatite B chez les non-dippers par rapport aux dippers. Donc ça, c'était un peu décevant. On n'a pas retrouvé, avec des données simples, des différences significatives en ces deux groupes de patients. Là encore, on trouvait, mais là, il y avait une tendance un peu plus significative que chez les non-dippers, il y avait moins de bi- ou trithérapie que chez les patients qui étaient des bons dippers, qui variaient bien leur pression artérielle. Donc peu de différence entre dippers et non-dippers pour les paramètres démographiques, biologiques, et aucune différence sur les paramètres du VIH. Donc comme je vous le disais, les non-dippers avaient plus fréquemment une hépatite B et une tendance pour l'hépatite C, ils recevaient moins de traitements. Pour conclure, donc assez simplement, et c'est ça les messages simples qui sont importants. On a vu dans cette cohorte Recovi qui maintenant, on a été à 500 patients, maintenant on est à plus de 800 patients. On découvrait 38% de patients hypertendus nouveaux, c'est plus que la population générale. Le découvert, normalement, quand on fait des enquêtes, c'est plutôt 20%. On avait plus de 2 tiers des patients qui avaient un mauvais contrôle de la pression artérielle. Et on avait un nombre très important, 50% de patients qui ne baissaient pas leur pression artérielle. Les facteurs de risque associés au mauvais contrôle et à la prévalence élevée de l'hypertension artérielle, c'est ceux connus en population générale, c'est l'indice de masse corporelle, c'est le diabète, c'est 2 facteurs d'ailleurs que l'OMS met en exergue pour prévenir et diagnostiquer et traiter l'hypertension artérielle. Et on voyait que là, que la MAPA, l'utilisation d'un holter tensionnel de 20 kHz est un bon moyen de diagnostiquer des HTA à nouveau, des mauvais contrôles de la pression artérielle, car il y avait ce problème d'hypertension la nuit chez ces patients VIH+. Les traitements, on a vu qu'il y avait très fréquemment un mauvais contrôle et qu'il y avait une tendance, même si on n'a pas pu montrer, la cohorte n'est pas assez importante probablement, à ce qu'il y avait moins d'antihypertenseurs chez ceux mal contrôlés par rapport à ceux bien contrôlés. Donc, les recherches que nécessite maintenant cette étude, c'est probablement, d'expliquer les mécanismes physiopathologiques qui sous-tendent finalement l'absence de baisse de la pression artérielle chez les VIH+. Ça, c'est connu, ça. C'est malheureusement pas peu étudié, mais on sait qu'il y a probablement une dysfonction du système nerveux autonome. On l'avait étudié, nous, il y a 15-20 ans. On avait montré que la fréquence cardiaque à l'effort, au repos déjà, est plus élevée chez le VIH+, que le VIH-, et qu'à l'effort, bizarrement, quand on compare des VIH+ jeunes par rapport à des VIH-, on n'arrive pas à atteindre la fréquence cardiaque maximale. Donc il y a vraiment un problème probablement de ce système nerveux autonome sans qu'on puisse expliquer pourquoi. Ça serait important parce que ce non-dipping, comme je vous ai dit, en population générale, est associé à un surrisque d'événements cardiovasculaires. Et enfin, quelque chose de simple à faire, qui devrait être fait, à mon avis, dans les cohortes VIH, c'est d'évaluer l'adhérence, finalement, des multithérapies, d'autant plus que les patients vieillissent, comme on l'a dit, sont polymédicamentés. Prendre un traitement antihypertenseur, c'est souvent... les patients adhèrent très peu à ce traitement. Faire des épreuves, des consultations d'éducation thérapeutique, c'est ce qu'on fait nous, par exemple, permettrait justement d'améliorer, à mon avis, le pronostic de ces patients.
Un petit remerciement à toute l'équipe du service, aux différents centres de maladies infectieuses avec qui je travaille depuis 25 ans maintenant, ça commence à dater. Et puis n'oubliez pas que récemment, tout dernièrement, on a montré que chez les enfants avaient en 40 ans réduit leur capacité cardiaque de 25%. Donc on est passé de la gériatrie au bébé là. Merci. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup. Donc, si on retient ton message, je ne sais pas si on aura le temps de prendre une question, mais donc on fait la MAPA en systématique maintenant ? Non, c'est ça. Là, c'était à l'état de recherche. Il vaut mieux faire de l'automesure plutôt que de la MAPA. Là, c'était. Je ne pense pas qu'il faut conseiller faire la MAPA à tout le monde. Il y a des erreurs techniques, c'est compliqué. Par rapport au pourcentage d'HTA non identifié sur une consultation, puisqu'on leur prend la tension, finalement, elle est normale. Moi, j'ai un souvenir d'un patient qui s'est retrouvé avec un problème rénal et en fait, il avait une néphro-angiosclérose, mais la tension artérielle était tout le temps normale à la consultation. Et je me suis posé la question a posteriori en me disant, j'aurais peut-être dû lui faire une MAPA, mais donc du coup, tu dis non. Si je devais faire des politiques de santé générale, non, il vaut mieux faire de l'automesure avec des appareils qui ne coûtent pas cher. Alors, la MAPA, c'est pas très cher comme examen en France, hein. Ça coûte 40 €. Et il y a des régions comme la région Bourgogne qui, par exemple, a donné des MAPA aux médecins généralistes et qui transfèrent tout au CHU de Dijon. Et CHU de Dijon analyse très rapidement par un Wi-Fi. Donc les technologies nouvelles vont probablement nettement améliorer tout ça, hein. Le coût et la rapidité. Le lien avec la médecine numérique. OK. Mais on va continuer peut-être.